donc à mes côtés également Alban Gaspard qui pilote la réflexion prospective sur le bâtiment à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle vient nous présenter Transition 2050 pour comprendre quelle peut être la contribution du bâtiment à la neutralité carbone. Merci de l'accueillir. Oui, vous pouvez l'accueillir aussi, voilà. Et je lui cède la parole. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, très bien. Alors, en préparation du colloque avec les organisateurs, on s'est dit que ça pourrait être intéressant, en introduction de ce colloque, de vous faire un petit voyage à 2050 pour remettre en perspective, en fait, ce que vous faites aujourd'hui dans les grands enjeux de transition écologique et énergétique. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est un travail qui a été mené à l'ADEME, qui s'appelle Transition 2050, et qui a pour objectif de définir des chemins d'atteinte de la neutralité carbone en France à 2050. Alors, j'ai pas de petites zapettes, donc je veux bien que vous avanciez. Parfait, merci. Ah, c'est bon, d'accord. Alors, la neutralité carbone, c'est quoi? C'est l'objectif que la France s'est donné en 2050. Pour comprendre ce que c'est, il faut regarder derrière moi ce que la France émet en 2019 comme émission carbone. C'est la grosse barre orange. Ce que la France est en capacité d'absorber comme carbone via ses forêts et ses prairies, c'est la toute petite barre verte juste en dessous. L'objectif à 2050, c'est que la barre orange soit égale à la barre verte et qu'on arrive à la neutralité. C'est ça la neutralité carbone. Donc si on émet plus, il faut pouvoir absorber plus. Si on émet moins, on a moins à absorber. Donc voilà l'objectif de la neutralité carbone à 2050. Maintenant, comment y arriver? Alors, deuxième diapo. À l'ADEME, on a fait plusieurs scénarios en se disant qu'il y a sans doute plusieurs chemins pour y arriver. On a fait quatre grands scénarios. Ces scénarios, en gros, il y a deux grandes familles de scénarios. Les deux premiers, que sont les scénarios 1 et 2, c'est des scénarios dont la philosophie est d'essayer de limiter au maximum l'impact de l'activité humaine sur son environnement. Les deux autres scénarios, on rentrera plus en détail dans une minute, scénario 3, scénario 4, c'est l'idée qu'on va laisser filer un peu, ou plus ou moins beaucoup d'ailleurs, les impacts de l'activité humaine sur l'environnement, mais qu'on viendra compenser ensuite ces impacts. Donc en termes de neutralité carbone, ça veut dire quoi? On émet plus, donc il va falloir absorber plus. Alors, chacun de ces scénarios, diapo suivante, chacun de ces scénarios, c'est un défi. On sait qu'atteindre la neutralité carbone, ça va être très difficile. Le défi n'est pas le même selon les scénarios. Les scénarios 1 et 2, en gros, c'est de réussir à modifier en profondeur nos modes de vie pour limiter leur impact sur l'environnement. Plus ou moins rapidement, le scénario 1, c'est un scénario où on va très très vite dans la sobriété, etc., pour réussir à limiter au maximum et dès 2030 nos impacts. Je rappelle que 2030, c'est une année clé à l'échelle européenne parce que c'est celle d'un objectif européen qui s'appelle Fit for 55 et qui demande de baisser de 55% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 90. Donc, année clé dans 7 ans. Le scénario 3, c'est celui où on se dit on va peut-être réussir à trouver cette ligne de crête entre on continue à émettre, mais en tout cas à consommer de l'énergie, mais on arrive à décarboner suffisamment l'énergie avec des énergies renouvelables, etc., pour nous permettre de continuer à consommer un peu. Et puis le scénario 4, c'est on laisse filer les émissions, donc il va falloir faire de la R&D énormément pour pouvoir réussir à capter ces émissions. Le puits carbone, c'est quoi? C'est soit des puits naturels, ce que je disais tout à l'heure, les forêts, les prairies, ce qui capte du CO2, soit carrément des puits technologiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met par exemple du captage de CO2 en sortie d'usine pour venir capter le CO2 et aller l'enfouir. Et puis encore d'autres technologies qui ne sont pas matures à l'heure actuelle, que sont le captage de CO2 directement dans l'atmosphère. Là, vous avez des grands ventilateurs qui viennent capter le CO2. Ça demande énormément d'électricité pour pouvoir ensuite aller l'enfouir. Donc voilà un peu les équations de la neutralité carbone. Alors, diapo suivante, sur lequel on va passer rapidement parce que je pense que vous commencez à comprendre la philosophie de ces scénarios. Le scénario 1 est beaucoup dans la sobriété, très peu dans le puits carbone. On n'utilise que ce qu'on a comme forêt. À l'opposé, le scénario 4 va pas du tout dans la sobriété et beaucoup dans le puits carbone.
L'idée de ces scénarios, c'est vraiment de faire des archétypes et se dire on va regarder les tenants, les aboutissants de ce que ça veut dire pour la société. On les livre ensuite. Nous, à l'ADEME, on ne fait pas de choix, mais on les livre pour que chacun puisse se dire moi, c'est plutôt celui-là, moi, c'est plutôt celui-là, et puis surtout que collectivement, on prenne des décisions. Alors, diapo suivante, qu'est-ce que ça donne, ces scénarios, si on s'arrête à 2050, en termes de neutralité carbone? Vous avez sur la gauche de la diapo la fameuse barre orange du départ. Vous voyez que selon les scénarios, on a plus ou moins baissé les émissions. Alors, tous les scénarios baissent les émissions de la France à 2050, mais plus ou moins. Dans le scénario 4, on les baisse moins, parce qu'on continue à consommer énormément. Et donc, on a besoin de faire appel à des technologies nouvelles que sont le captage direct du CO2 dans l'atmosphère. À l'opposé, le scénario 1 est un scénario où on a énormément baissé les émissions. On a en face les puits forestiers qui vont bien pour pouvoir atteindre la neutralité carbone. Et vous allez dire, on a moins 42, donc on a fait du zèle. L'idée, c'est aussi qu'avec le changement climatique, la capacité des forêts à capter du CO2 est en soi une incertitude, donc on s'est pris une petite marge de sécurité. Ça en carbone. En énergie, ça veut dire quoi? Sur la consommation, donc là on est vraiment sur la consommation de l'intégralité de la société française, le bâtiment, les transports, l'agriculture, etc. En énergie, vous avez le graphique de l'autre côté de la diapo. Vous voyez qu'on a une diminution de moitié à moins 25% des consommations d'énergie. Les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes qu'en carbone. Pourquoi? Parce que l'énergie qu'on consomme, c'est une énergie décarbonée. Donc on peut se permettre de consommer de l'énergie si elle est décarbonée. Donc, voilà. Ça, c'était les scénarios globaux pour l'ensemble du territoire, l'ensemble des activités. Et on va s'intéresser maintenant, effectivement, à ce qui nous rassemble aujourd'hui, au bâtiment. Tout à fait. Alors si on passe à la diapo suivante, vous avez les mêmes graphiques, mais pour le secteur du bâtiment. Donc, bâtiment, c'est les logements résidentiels et le tertiaire, tout ce qui est activité. Or, pas activité industrielle et agricole, mais tout ce qui est bureau, commerce, etc. Alors, de quoi vous vous apercevez sur ces diapos? On va d'abord regarder le carbone sur la gauche. Alors, première chose, bonne nouvelle, dans un scénario tendanciel, parce qu'on fait de la rénovation, parce que petit à petit le fioul disparaît, etc., les émissions baissent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, c'est une demi-bonne nouvelle parce que ça baisse absolument pas assez pour qu'on puisse capter toutes ces émissions. Donc, on sait qu'il faut accélérer la décarbonation. Et vous le voyez, dans les 3 premiers scénarios, S1, S2, S3, on a des émissions de carbone du bâtiment en 2050 qu'on va appeler résiduelles. On a vraiment presque plus d'émissions carbone liées à l'activité du bâtiment, donc le chauffage des locaux, l'eau chaude sanitaire, etc. En énergie, c'est à peu près la même chose qu'à l'échelle de la société dans son ensemble, puisque vous avez en gros entre moins 50 et moins 20% de consommation d'énergie dans le bâtiment. Au passage, pour avoir des ordres de grandeur en tête, ce qui est en orange, c'est le logement. Ce qui est en vert, c'est le tertiaire. Donc vous voyez, le logement, c'est la source principale de consommation d'énergie dans le bâtiment. Ça le restera à 2050, même quand on aura tout rénové, parce qu'il y a toujours, en fait, il y a plus de 30 millions de logements en France, donc voilà, ça fait une masse importante. Alors, diapo suivante. Qu'est-ce qu'on a mis dans nos scénarios pour arriver au résultat que je vous montre là? On va regarder rapidement quelques leviers pour que vous ayez les ordres de grandeur en tête. Il y en a d'autres, et on pourra revenir s'il y a des sujets que je n'ai pas abordés dans les questions, mais là, l'idée, c'est vraiment de se donner quelques grandes idées pour commencer l'après-midi. Donc, premier levier, la rénovation énergétique des bâtiments. Je pense qu'aucun des leviers ne vont vous surprendre. Par contre, ce qui peut vous surprendre, c'est les ordres de grandeur associés. Alors, diapo suivante. Sur la rénovation, on va faire la diapo ensemble, mais il faut bien retenir 2 choses. Il y a 2 enjeux. Accélérer le rythme de rénovation, approfondir la performance unitaire de chacune des rénovations. C'est les 2 axes clés. Si on accélère, mais qu'on continue à faire des rénovations assez peu profondes comme on les fait à l'heure actuelle, on n'arrive pas à l'objectif. Et si on fait que des rénovations très, très profondes, etc., du type BBC Rénovation, mais qu'on en fait peu, on n'arrive pas à l'objectif non plus. On a besoin de faire les 2.
Et vraiment, la rénovation, c'est le truc absolument incontournable des scénarios. C'est-à-dire que si on ne fait pas la rénovation du parc, on ne boucle pas nos scénarios à la fin. Pourquoi ? Parce que le chauffage, c'est l'émetteur carbone principal. Alors quand je dis chauffage, je parle à la fois eau chaude sanitaire et chauffage de l'espace. C'est l'émetteur carbone principal du bâtiment. Donc si on n'arrive pas à faire baisser le besoin, à décarboner ce besoin, on ne boucle pas les scénarios. Et donc les ordres de grandeur, c'est lesquels ? Là, c'est tout petit, donc je ne sais pas si vous voyez, mais dans le secteur tertiaire, les ordres de grandeur, en gros, c'est l'ensemble des entreprises assujetties au décret tertiaire qui suivent parfaitement la trajectoire, voire dans un scénario 1 où on va encore plus loin, les petites entreprises qui rénovent leurs locaux. Dans les logements, les ordres de grandeur sont encore plus importants puisque quand on regarde le parc de logements à l'heure actuelle, on a moins de 1% du parc qui a été rénové à un niveau BBC rénovation. Dans les scénarios, vous avez entre 80 à 70% des logements qui ont été rénovés à ce niveau-là en 2050. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? À l'heure actuelle, on fait 41 000 rénovations BBC par an. Il faut passer à 700 000 en moyenne par an dans les scénarios. Voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on doit introduire. Alors, on peut se rebeller contre les chiffres, mais nous, en fait, on est un peu drivé par cet objectif 2050. Donc, plus on prend du retard et plus le chiffre augmente. Vous aviez sans doute 500 000 en tête. 500 000, c'était il y a 10 ans. Maintenant, c'est 700 000. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de performance unitaire d'une rénovation ? Dans nos modélisations, nous, ce qu'on a introduit, c'est des rénovations BBC, c'est-à-dire des rénovations qui vont baisser jusqu'à 70-75% la consommation de chauffage d'un logement. Donc je pense qu'en ce moment, vous avez tous en tête le moins 1 degré, moins 7%, etc. Là, on est sur 10 fois plus. Donc on est vraiment sur une isolation complète de l'enveloppe, une bonne gestion des interfaces, etc. Isolation. Et puis également, deuxième pilier, la décarbonation des vecteurs. Dans tous les scénarios, on a une disparition du fioul. Selon les scénarios, on a une disparition plus ou moins rapide et profonde du gaz. Pourquoi ? Parce que le gaz est un vecteur fossile à l'heure actuelle. Ça pourrait être un vecteur décarboné avec le biogaz, etc. Sauf que le gaz, c'est un vecteur qui est non substituable, c'est-à-dire qu'on ne peut utiliser que le gaz dans certains usages, dans l'industrie et dans le transport. Et donc, selon notre capacité à produire du biogaz en France, soit il faudra le réserver à l'industrie et au transport, pour lesquels on n'a pas d'autres vecteurs, soit on pourra le mettre dans le bâtiment. Donc, en fonction de notre capacité à faire de la méthanisation, etc., il faudra ou pas retirer le gaz du bâtiment. Et puis, dans tous les scénarios, on a ainsi un fort développement des pompes à chaleur. Donc, une électrification du chauffage, mais via pompe à chaleur. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la pompe à chaleur, elle est performante, surtout quand elle fonctionne dans un bâti isolé. Donc, les deux vont bien ensemble. Donc, voilà un peu. Je passe un petit peu de temps sur cette question de la rénovation parce que c'est vraiment le pivot central des scénarios et les ordres de grandeur ne sont pas anodins. On va s'intéresser maintenant au volume et à la typologie de la construction neuve. Alors, première diapo sur le sujet. Séverine, est-ce que tu peux mettre là ? Oui, merci. Première diapo, un premier graphique qui ne vient pas de l'ADEME mais qui vient de l'INSEE, qui est la projection de la démographie en France à 2050-2070. Les dernières projections démographiques de l'INSEE qui datent de décembre 2021 nous montrent quoi ? Pour la première fois en France, l'INSEE a fait des projections où la population française stagne, voire décroît légèrement dans le scénario central. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'on est en train de changer d'époque. On passe d'une époque où le secteur du bâtiment... En gros, la construction était drivée par quoi ? Par la démographie, par la baisse du nombre de personnes par ménage, avec le divorce, etc. Ça crée de la demande de logement. Et par la métropolisation, qui fait qu'on a déplacé en fait la demande. On a créé du logement vacant, on a créé de la demande de logement dans les métropoles, de la demande d'éducation, etc. dans les métropoles. Ça, c'est ça qui a drivé l'activité dans le bâtiment. On a un de ces facteurs-là, qui était donc la démographie, qui est en train de se tasser. La divorcialité, on arrive à un taquet, on ne va pas plus divorcer,
Ce qui va prendre le relais pour la baisse du nombre de personnes par ménage, c'est le vieillissement de la population. Parce que plus on est vieux, plus on a tendance à vivre seul dans des grands logements, pour caricaturer, enfin pour forcer le trait. Donc, l'enjeu de où vont vivre les personnes âgées, ça va être un des enjeux de la transition écologique dans le logement, parce qu'on a des travaux du gouvernement qui ont montré que, en gros, on est passé, dans les années 70, de 23 mètres carrés par personne de logement à 40 mètres carrés à l'heure actuelle. Et ce qu'on a gagné en émissions de CO2 sur les 30 dernières années, en rénovant, etc., on l'a perdu par le fait qu'on a plus de mètres carrés à chauffer. Donc on a un vrai enjeu autour du nombre de mètres carrés de bâtiments en France. Donc premier enjeu. Diapo suivante. Du coup, dans les scénarios, on a exploré des univers très différents, parce qu'on voulait voir un petit peu ce que ça donnait. Dans les scénarios très sobres, on a limité la construction neuve, en se disant, les personnes âgées, peut-être qu'elles n'ont pas envie d'être toutes seules dans des gros logements, peut-être qu'elles pourraient aller dans des plus petits logements, mais plus près de services. Elles pourraient aussi peut-être avoir envie de revivre ensemble avec d'autres personnes, etc. Les logements vacants, on en a 10% en France, 3 millions de logements vacants. Peut-être qu'il y en a certains qu'on peut aller réinvestir, etc., etc. En cumulé, tout ça nous donne un nombre de logements construits entre 2015 et 2050 de 4 millions de logements. Alors comme ça ne vous parle pas, pour avoir un ordre de grandeur de la comparaison, sur les 30 dernières années, on a construit 12 millions de logements. Donc 12, 4. Dans un scénario 3, on s'est dit on va faire un truc complètement différent. Là, on va faire ce qu'on appelait le nouvel esprit haussmannien. Haussmann, il avait fait quoi? Ce qui était obsolète, il l'avait détruit, ils avaient reconstruit. On s'est dit on va faire la même chose, on multiplie par 2 le taux de démolition en France. On se dit qu'il y a des choses qui vont être obsolètes pour plein de raisons, changement climatique. Dans les métropoles, la première couronne de maisons individuelles, elle va devenir obsolète puisqu'on va densifier, etc. Si on multiplie par 2 le taux de démolition, on arrive en 2050 à ces fameux 12 millions qui sont ceux qu'on a construits dans le passé. Donc activité égale si on augmente le rythme de démolition. Et puis dans un scénario 4, qui est un scénario tendanciel, on arrive à 10 millions de logements construits. Donc moins parce qu'on a ce ralentissement démographique. Donc vous voyez, on a fait des choses très différentes pour voir un peu ce que ça donnait. Et puis on a regardé aussi ce que ça voulait dire en matériaux nécessaires et puis en artificialisation des sols. Et les seuls scénarios où on arrive à l'objectif 2030 en termes de réduction du rythme d'artificialisation, c'est ceux où on construit moins. Donc c'est les scénarios, alors je n'ai pas mis le 2 pour simplifier la diapo, mais c'est le scénario numéro 1 et 2. Donc voilà un peu pour vous donner des ordres de grandeur sur les enjeux de construction. Alors, diapo suivante. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant sur les biosourcés? Alors, le biosourcé, premier graphique. Je pense que vous aurez la présentation après, parce que je vous ai mis beaucoup de graphiques, mais vous pourrez y revenir. Premier graphique, la disponibilité du bois en France. Selon les scénarios, on a plus ou moins de disponibilité du bois selon la façon dont on va gérer la forêt. Donc au début, nous, dans le bâtiment, on voulait mettre beaucoup de bois. Et puis les collègues de la forêt nous ont dit il va falloir gérer durablement la forêt. Donc on a dû s'entendre en fait sur la quantité de bois qu'on pouvait mettre dans les scénarios. Sur le biosourcé et le bois, c'est le graphique du bas, vous voyez, dans tous les scénarios, on a une augmentation forte, très forte, même très très forte, du volume de bois et de biosourcés utilisés. Le fait de pouvoir... en fait, dans les scénarios 1 et 2, on a une pénétration encore plus forte du bois et du biosourcé, mais des volumes moins importants. Pourquoi? Parce que le fait de limiter le volume de construction permet en fait d'aller à des niveaux très très importants de développement du bois et des biosourcés. Et enfin, dernier point à avoir en tête sur les biosourcés, on parle beaucoup du stockage carbone dans le bois et dans les biosourcés, donc on a fait les calculs et on a nous-mêmes été surpris du résultat. Vous avez sur le dernier graphique le puits carbone en France en 2050 et de quoi il est constitué. Donc des forêts, des prairies, etc. Et le stockage dans les produits biosourcés. Alors le stockage dans les produits biosourcés, c'est la petite partie rouge foncée que vous avez en haut des colonnes. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce graphique? C'est que oui, certes, il y a du stockage carbone dans le bois et le biosourcé, il ne faut absolument pas cracher dessus. Mais par contre,
l'ordre de grandeur de ce stockage-là n'est rien par rapport à l'ordre de grandeur de, un, ce qu'il est nécessaire de faire comme stockage carbone, et deux, de ce qu'il est possible de stocker dans nos forêts. Alors là, on a vu les leviers d'action pour réduire les émissions, et maintenant on s'intéresse aux enjeux en termes d'adaptation au changement climatique. Tout à fait. Et on finira sur ça. Exactement. Alors, sur l'adaptation au changement climatique, donc là, je vous ai parlé d'atténuation. Vous faire quelques points sur les enjeux de vulnérabilité climatique et d'adaptation du bâtiment. Alors, diapo suivante. Premier enjeu lié au changement climatique, le retrait-gonflement des argiles. Alors, quand on a commencé à travailler dessus en 2020, c'était peu connu. Et puis là, on entend quand même beaucoup parler de cet enjeu dans les médias à l'heure actuelle. Donc les enjeux de sécheresse et la part du parc qui va être confrontée à cet enjeu de retrait-gonflement des argiles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, en période de sécheresse, les sols argileux perdent de l'eau et donc se rétractent. Et donc la structure de certains bâtiments peut évoluer. Et c'est là où on voit les failles qui apparaissent sur les bâtiments. Donc on a des enjeux structurels liés à ce phénomène, enfin de la structure du bâtiment. Si on est sur un scénario climatique pessimiste, alors je vous passe les différents scénarios du GIEC, etc. Mais en gros, si vous regardez la partie droite du graphique, vous voyez que la part des bâtiments qui pourraient être soumises à ce phénomène-là peut augmenter considérablement, c'est la part rouge, si on est sur un scénario climatique pessimiste. Donc il y a un enjeu à protéger nos bâtiments du retrait et gonflement des argiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on fait de la rénovation, il faut à la fois penser atténuation du changement climatique, mais aussi adaptation. Parce que si on fait une rénovation BBC sur un truc qui va se fissurer dans 10 ans, il faudra remettre les 40 000 euros, les 60 000 euros pour refaire la rénovation derrière. Et dernière diapo. Donc là, je vous ai parlé d'un aléa. Je vais vous parler maintenant des vagues de chaleur. Là aussi, en fonction des scénarios climatiques, la part des bâtiments qui va être soumise à des vagues de chaleur intenses va augmenter. Plus le scénario climatique est pessimiste, plus la part du bâti confronté à ces aléas-là va augmenter. Et donc ce qu'on a fait pour la première fois en France, c'est combien en fait on pourrait consommer de climatisation en 2050 pour faire face à ce phénomène-là. Et c'est ce que vous avez sur la diapo, le graphique en bleu. Vous voyez que selon... Donc on a joué sur deux grands paramètres. Quand est-ce qu'on allume la clim ? Et puis, quelle température de consigne on lui demande. Et selon qu'on se dit, on veut une température de consigne à 22 degrés et on l'allume dès qu'on a un peu chaud, scénario 3 et 4, ou on va à une température de consigne de 26 degrés et on essaye de pas trop allumer la clim et avant on essaye d'avoir toutes les solutions brasseurs d'air, surventilation nocturne, etc. Vous voyez qu'on peut avoir des consommations de climatisation qui varient du simple au triple en 2050. Donc il y a un nouvel enjeu qui va apparaître. Malheureusement, la transition, c'est aussi des nouveaux enjeux. Et celui de la climatisation est un des enjeux à avoir sur le radar. Voilà. En conclusion, quelques messages clés. Je pense que vous avez compris la nécessité d'accélérer dès maintenant dans la transition. Le fait que la rénovation performante, c'est un incontournable de tous les scénarios. Qu'il y a sans doute des leviers aussi autour du volume de construction neuve, et puis l'enjeu d'associer atténuation et adaptation dans le bâtiment dès maintenant, à chaque fois qu'on va agir sur nos bâtiments. Je vous ai mis dans les diapos suivantes quelques ressources, si ça vous intéresse. Il y a des podcasts qui présentent les scénarios, donc ça peut être sympa en voiture. Et puis si vous vraiment voulez lire, vous avez plein de lectures là que vous pouvez aller consulter si ça vous intéresse. Merci pour votre écoute. Une première question avant de susciter les interrogations de la salle, les questions de la salle, excusez-moi. Qu'est-ce qui vous a marqué en faisant ce travail de prospection, puisque c'est un travail de prospection que vous avez mené avec différents scénarios, on l'a bien compris. Qu'est-ce qui vous a marqué au fur et à mesure de l'avancement de vos travaux et des résultats qui émergeaient ? Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'était tout ce qui était de nature un peu systémique.
Par exemple, le lien entre la consommation de bois et la disponibilité de bois. Ce genre de choses qu'on n'a pas forcément dans le viseur, qu'on travaille juste sur le bâtiment et qui finalement se rappellent à nous quand on travaille avec des collègues qui travaillent sur d'autres sujets. Et puis des ordres de grandeur, par exemple le stockage carbone dans les biosourcés, moi je m'y attendais pas, je pensais que c'était plus. Les ordres de grandeur sur la clim aussi, c'était la première fois qu'on arrêtait sur combien on consomme de clim en France. Alors c'est pas autant que le chauffage, c'est plutôt la bonne nouvelle, et en 2050 ce sera pas autant que le chauffage non plus, ça c'est aussi plutôt une bonne nouvelle, mais néanmoins se donner des ordres de grandeur comme ça faisait partie des surprises. L'interdépendance des secteurs, on y reviendra tout à l'heure, des secteurs d'activité, justement, les matériaux biosourcés nous rappellent à cet aspect. Est-ce que là, quelqu'un aurait des questions à poser? Rapidement, vous avez mis des podcasts et puis des sites en ligne. Où est-ce que vous pouvez les trouver? Parce que j'ai pas eu le temps de prendre la photo. Sur le site de l'ADEME. Oui, vous allez sur le site de l'ADEME, il y a une rubrique Transition 2050, sinon vous demandez à Google ADEME Transition 2050 et vous amène sur la page et vous avez tout là. Et les podcasts, etc. Et toutes les ressources, disponibles sur le site de l'ADEME, Data Transition 2050, adem.fr. Une question par là-bas. Merci pour votre présentation. J'avais une question, du coup, ça faisait le lien avec la fin de votre présentation, quand vous nous avez présenté les scénarios de rénovation. Donc, vous comptiez les consommations de chauffage et d'eau chaude sanitaire, si j'ai compris. Est-ce que dans ces scénarios-là, je pense pas que ça marche, vous prenez en compte l'éventuelle surconsommation liée à la dégradation du confort d'été et donc aux consommations de climatisation dont vous parlez à la fin? Oui, alors nos modélisations, elles prennent en compte tous les usages dans le bâtiment. Donc on est eau chaude sanitaire, chauffage, clim, usages spécifiques, enfin tous les... Là, je vous ai présenté que quelques éléments. Et effectivement, sur le confort, en fait, le changement climatique, on l'a pris en compte de deux façons. Un, l'augmentation des températures en hiver qui va baisser un peu le besoin de chauffage. Alors pas autant que... voilà, mais un peu. Et puis deux, l'augmentation des températures en été qui vont augmenter le besoin de climatisation. En tout cas, de rafraîchissement, puis de climatisation dans les périodes vraiment caniculaires. Donc on a effectivement ces deux phénomènes. Okay. Et l'effet même des rénovations, est-ce que vous le comptez sur les consommations de clim? Puisqu'on sait que voilà, on peut aussi rénover pour réduire les consommations en hiver, mais se retrouver avec des surconsommations, de l'inconfort en été. Oui. Alors, sur ces questions-là, en fait, les recherches n'étant pas complètement stabilisées, ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit dans le modèle le fait que généralement, ce qu'on voit sortir des recherches, c'est qu'a priori, le fait d'isoler et d'apporter quand même de l'inertie, ça permet d'améliorer le confort d'été pour peu qu'on ait une gestion active du bâtiment. C'est-à-dire qu'on fasse de la surventilation nocturne, etc. Et le comportement de l'usager est encore plus important en confort d'été qu'en confort d'hiver. Donc on a introduit cet élément-là dans notre modélisation, ce qui fait que notre besoin de rafraîchissement est moins important dans un logement rénové que dans un logement non rénové. Ça se discute, je pense. Et ma dernière question, c'était par rapport au stockage de carbone des matériaux biosourcés, parce que j'interviens après. Est-ce que dans ces chiffres, vous tenez compte du fait des non-émissions, des émissions évitées, parce qu'en utilisant des matériaux biosourcés, on n'utilise pas des matériaux conventionnels émetteurs de carbone? Alors non, nous ne prenons pas en compte ces éléments-là. Ces éléments-là, vous allez les retrouver dans le secteur industrie qui va baisser ses émissions. Et peut-être pour vous donner une référence sur la question du confort d'été en maison individuelle. Non, ça doit être moi. Si vous allez sur Internet et vous cherchez le rapport Perf in Mind, vous allez trouver les résultats d'instrumentation d'une centaine de maisons rénovées UBC, confort d'été, confort d'hiver, et puis plein d'autres qualités de l'air, etc. Et ça vous donnera des premiers éléments, en tout cas, sur une diversité de modes constructifs de suivi instrumenté de la rénovation. Une dernière question, peut-être? Juste. Oui, bonjour. Vous êtes allé un peu vite sur le volet artificialisation des terres. D'autant qu'il y a, vous montriez aussi la courbe démographique, pourquoi on passe de 170 à 410, à quoi ça tient, et puis l'enjeu est d'autant plus important que nous sommes aujourd'hui en terre agricole, donc voilà. Alors, on a travaillé, on a modélisé l'impact sur l'artificialisation avec plusieurs facteurs, en gros, combien on construit,
qu'est-ce qu'on construit? Est-ce que c'est du collectif, de la maison individuelle sur parcelle, de la maison individuelle dense, etc. Selon les scénarios, on a différentes hypothèses. La densité construite, etc. Et quand on met tous ces chiffres dans un modèle qui est celui du Commissariat général au développement durable avec lequel on a travaillé, on arrive à des chiffres d'artificialisation très différents. Donc ce qui explique la différence entre les scénarios, ce qui est d'ordre 1, c'est le volume de construction. Et ensuite, c'est la densité construite. Mais ce qui est sûr, c'est que dans nos scénarios, c'est parce qu'on construit moins qu'on artificialise moins. Alors vous allez me dire, j'enfonce une porte ouverte, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi pourquoi on construit moins et tous les leviers qu'on a actionnés pour réussir à moins construire tout en répondant aux besoins de logement. Donc un réinvestissement des logements vacants, une transformation du bâti tertiaire en logement, etc. Tout ce qui est de mieux utiliser le parc déjà là, plutôt que de construire. On passe d'un scénario du simple au double, j'ai l'impression, de 170 à 410, c'est un peu inexplicable, quoi, malgré ce que vous venez de... Alors, c'est lié au volume, c'est lié aussi à la part de maisons individuelles. Et ça, si vous voulez, sur Internet, vous avez le document qui s'appelle Feuilleton Sol, que vous pouvez aller regarder. On a mis toutes les hypothèses, donc ça sera beaucoup plus facile. On a aussi la part de maisons individuelles qui est complètement différente entre un scénario 4 où on reste à 45%, ce qui est à l'heure actuelle, de maisons individuelles neuves, dans la construction neuve. Et dans un scénario 1, on passe à 15% en 2050. Vous voyez, on écroule la construction de maisons individuelles en 2050. Je vous invite à poursuivre la discussion juste après.